Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes premiers kilomètres ou dizaines de kilomètres. Ce sera à peu près 60 aujourd'hui au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant avec tous les détails techniques et puis mes impressions après une semaine au volant. Alors celui qui se trouve aujourd'hui derrière moi, généralement quand on l'évoque on dit « Ah ouais, le SUV urbain avec le coffre immense ». C'est vrai qu'on ira faire un tour dans le coffre dans un instant, il est juste gigantesque. Si vous cherchez la voiture compacte avec le coffre le plus grand, assurément, ne cherchez plus, vous l'avez trouvé. Mais ce Ford Puma, puisqu'il s'agit bien de lui, le Ford Puma dans sa déclinaison 100% électrique Gen E, a-t-il d'autres qualités pour s'imposer? Eh bien la réponse dans mon grand essai à la fin de cette semaine, mais d'abord quelques éléments de réponse dans cette vidéo premier trajet. On va parler de la ligne extérieure évidemment, on va parler du coffre, les places arrière, les places avant, et puis bien sûr mes toutes premières impressions durant 60 km à peu près. Allez, c'est parti! Évidemment, au niveau de la ligne, avec ce Ford Puma de nouvelle génération, sorti il y a quelques années déjà, eh bien, on est bien loin du Ford Puma d'origine, ce petit coupé qu'on a tellement adoré. La ligne, elle est plutôt sage, la couleur l'est un petit peu moins sur ce modèle d'essai, voilà qui compense peut-être un petit peu et lui donne un petit peu de personnalité. On le remarque davantage grâce à sa couleur que grâce à sa ligne, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À l'arrière, on a le Puma qui s'écrit en grand ici, vous le voyez, on ouvre le coffre dans un instant. On va aller faire un petit tour sur le côté pour voir ce qu'il en est du côté du profil. Un profil très équilibré, hein. C'est une voiture qui est plutôt jolie, agréable à regarder. Et puis à l'avant, on a évidemment cette calandre ici qui est entièrement pleine, hein, puisqu'on le sait, sur les voitures électriques, on a moins besoin de refroidissement, même s'il y en a quand même en partie inférieure, on a moins besoin de refroidissement qu'avec un moteur thermique. Regardez la partie ici qui est quand même très travaillée, il faut le dire. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra, avec les feux de jour ici, les phares ici, les petites griffes en partie inférieure. Vous le trouvez comment, ce Ford Puma? Est-ce qu'il vous séduit? Est-ce que vous trouvez qu'il est toujours dans le coup en 2025? Je suis bien curieux de lire vos réponses. Bon, et ce coffre, ça donne quoi alors? Eh bien, l'ouverture, c'est par ici, ouverture électrique. Alors là, déjà, c'est assez impressionnant, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Je trouve ça déjà assez impressionnant, mais c'est pas tout. Banquette fractionnable, vous le voyez. Si je retire le fond, voilà ce qu'on découvre. Voilà. Et là, c'est carrément gigantesque. Gigantesque. Alors je ne sais pas exactement combien de litres on a ici, je vous dirai tout ça dans le grand essai, mais je ne sais pas si ça rend vraiment bien à la caméra, mais je peux vous dire qu'en vrai c'est juste énorme, avec en plus ici dans le fond, eh bien une espèce de trappe qu'on va pouvoir dévisser et vous allez pouvoir retirer ça. Et donc si vous avez des choses qui sont mouillées, on a ici indiqué le maximum que ce coffre ici peut accueillir, c'est-à-dire 100 kg. Donc si vous avez des choses qui sont mouillées, vous avez de l'eau ici dans ce bac, eh bien vous retirez ceci et vous pouvez vider ça très facilement. Ford, c'est bien vu. Ceux à qui ça servira à quelque chose évidemment seront comblés avec ce système. C'est franchement gigantesque, c'est incroyable. Est-ce que je vais pouvoir m'installer confortablement derrière le siège avant qui est déjà réglé pour mon 1,90 m? La réponse maintenant. Verdict, au niveau des pieds, en dessous du siège, oui. Malheureusement, au niveau des genoux, pas vraiment. 1,90 m devant et derrière, ça va être un petit peu compliqué. En tout cas pour des longs trajets, hein. Pour des courts trajets, ça pourra convenir, mais pas pour des longs trajets. Poche aumônière ici, les petites prises qui se trouvent ici en partie inférieure. Et puis on va maintenant se diriger vers l'avant, découvrir le tableau de bord de ce Ford Puma Gen E. Alors à l'intérieur, pas de doute, on est bien dans un modèle Ford. On reconnaît ça notamment au look and feel comme on dit, c'est-à-dire à la présentation des écrans, notamment ici l'écran instrument, l'écran d'infodivertissement également. Alors j'ai déjà entré mon adresse, l'adresse de ma première destination, 59 km précisément pour ce premier trajet. Et puis on a ici, alors on détaillera tout ça dans le grand essai évidemment, mais on a ici des menus classiques de chez Ford, les applications, fonctions, réglages, etc. On a Apple CarPlay sans fil dans cette voiture, puisque vous le voyez, je suis connecté et mon téléphone n'est pas branché. On reconnaît également la petite touche, cette barre de son qu'on a déjà retrouvée dans d'autres modèles essayés chez Ford. Alors en termes de qualité de fabrication, c'est bien assemblé, mais c'est vrai que il y a un petit peu beaucoup de plastique dur. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. C'est vrai qu'on a ici cette partie
en simili-cuir qui vient donner un petit cachet supplémentaire, un petit peu plus cossu. Pour le reste, c'est vraiment du plastique dur absolument partout. Ici en partie supérieure et évidemment en partie inférieure avec le petit bonus du chef, c'est-à-dire ce piano black qui est déjà, vous le voyez peut-être, extrêmement griffé alors que la voiture a à peine 2700 km. C'est dommage. Et puis cette zone ici, avec cette zone de recharge par induction ici et ce vide-poche, voilà, c'est un peu basique, c'est un peu rugueux. J'ai l'impression d'être parfois un petit peu chez Volkswagen, ce qui est pas forcément une qualité quand on parle de présentation intérieure, en tout cas sur les modèles 100% électriques ID3, ID4, etc. J'aurais préféré, toujours au sein du groupe Volkswagen pour la comparaison, être chez Skoda. Je vais brancher les petites caméras et on est parti pour 59 km donc ce premier trajet. Voilà, tout est réglé. Je suis installé, d'ailleurs très bien installé dans le siège de ce Ford Puma Gen E. Rétroviseur réglé, totaliseur partiel remis à zéro. Je vais commencer donc dès maintenant à récolter les données par rapport aux moyennes que je vous fournirai dans le grand essai à la fin de la semaine. Apple CarPlay, on l'a dit, sans fil. Le trajet est encodé. 59 km à parcourir. Ah, ça vient de passer à 76. Je remarque que l'intégration d'Apple CarPlay dans l'écran ici d'info elle est plutôt pas mal. Voilà, alors ça se passe derrière le volant pour ce qui est de sélectionner le mode D. Je vois qu'il y a D, R et il y a L également. Alors L pour low, je sais pas, on verra ça sur la route. En tout cas, quand je le sélectionne, il n'y a pas de petit indicateur, il n'y a pas de petit texte qui accompagne en disant voilà, L c'est pour, on n'en sait rien. Donc, on démarre, c'est parti. Alors niveau récupération d'énergie, là on est proche de zéro, on est vraiment sur une toute petite récupération. Est-ce qu'on récupère vraiment? Oui, on récupère un petit peu, mais pas grand chose. Allez, on prend à droite et c'est parti pour ce premier trajet. Je remonte la vitre. Les commandes sont plutôt agréables à utiliser, hein, le Komodo notamment. Le sélecteur de vitesse, tout ça, c'est le volant aussi, ça tombe bien sous la main, c'est agréable au toucher. Alors là, ça vaut ce que ça vaut, mais l'ordinateur de bord m'annonce pour 100% de capacité de batterie 358 km. Difficile de savoir comment la voiture a été conduite avant moi, donc ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors, bip de survitesse, comment couper les bips de survitesse sur ce modèle? Je pense que ça se passe via la touche limiteur de vitesse qu'il faut maintenir appuyé. Voilà, alerte de vitesse désactivée, donc ça c'est assez facile. On verra si durant ce premier trajet, durant la semaine d'essai, j'ai besoin de couper d'autres choses parce qu'elles sont agaçantes, mal réglées, ou bien si c'est la seule chose à couper. Alors pas que ce soit mal réglé, mais vous savez ce que c'est les bips de survitesse. Ce que la voiture voit ou ce que la voiture a en mémoire n'est pas forcément la réalité. Et donc on a déjà ce premier couac là, et puis le deuxième couac, c'est que c'est 50, c'est 50. Et donc, quand on est à 51 ou 52, on n'est pas forcément au-delà de la vitesse maximale autorisée. Et pourtant, ça bip. Là, par exemple, je suis à 87, 86. Et en fait, je suis plutôt à 85, 84 réel, hein, si je prends la vitesse du GPS, qui est généralement la plus proche de la vérité. Donc, ça veut dire qu'à 51 ou 52 ici, je ne suis pas au-dessus de 50. Raison pour laquelle il faudrait là aussi un petit peu plus de souplesse et éviter que ça bip dès 50 ou dès 51. Ce qui est assez pénible et donne envie de couper finalement toutes ces alertes. Alors je sens déjà une petite gêne au niveau, alors par rapport à mon gabarit évidemment, mais au niveau du plastique qu'on a ici, c'est pas rembourré et j'aurais aimé, j'ai tendance à poser le genou évidemment à cet endroit, j'aurais aimé que ce soit un petit peu rembourré, c'est pas le cas malheureusement. Alors l'avantage d'un régulateur de vitesse, c'est évidemment de pouvoir se reposer et puis avoir plus de sécurité aussi dans des zones où la circulation est assez dense. C'est le cas ici, limitation à 100 km/h, mais on peut difficilement les atteindre. On est en fin d'après-midi et donc petit à petit la circulation se densifie autour de Bruxelles. Je vais donc tester le régulateur de vitesse adaptatif, voilà. Alors il est bien sûr adaptatif puisque j'ai un réglage de la distance par rapport au véhicule qui précède, donc il est forcément adaptatif. On a le régulateur de vitesse adaptatif, on a le limiteur de vitesse également dans cette voiture. Petite relance à partir de 80 km/h, j'enfonce l'accélérateur et on a largement assez de puissance. Alors c'est pas un coup de pied dans le derrière, hein, mais on a largement assez de puissance pour s'insérer très confortablement.
Alors très belle visibilité vers l'arrière, pour autant que les appuis-têtes à l'arrière soient baissés. Celui de gauche est relevé puisque je me suis installé tout à l'heure à l'arrière et donc je l'ai relevé. Et donc effectivement quand c'est relevé, c'est un peu dans le champ de vision. Quand c'est baissé comme à droite, on a un champ de vision qui est très dégagé et ça c'est très agréable. Alors si je veux modifier la vitesse que je demande à la voiture de conserver, je peux y aller soit par impulsion et ça monte de 1 km/h en 1 km/h, et si je maintiens enfoncé, c'est de 10 en 10. On a un bon niveau de confort dans cette voiture, hein. C'est marrant parce que c'est une voiture à laquelle on pense pas forcément. Si je devais choisir un petit SUV, un SUV urbain, c'est pas forcément le Ford Puma que j'aurais en tête. Et finalement là, à l'essai, je trouve que cette voiture elle a de belles qualités. Elle est confortable, alors il y a le coffre gigantesque, elle est confortable, les aides à la conduite en tout cas ont l'air de bien fonctionner. On verra ce que ça donnera au terme de la semaine, mais là, régulateur de vitesse adaptatif, ça fonctionne bien. Les adaptations sont assez souples, c'est ce qu'on demande. Et alors en termes d'efficience, on verra ce que ça donne au terme de ce trajet, mais là pour l'instant, la consommation elle est très très basse, hein. Là on est sur 14 km, alors je roule à vitesse, une vitesse qui n'est pas très élevée, autour de 100 km/h. Mais là pour l'instant on est à 11 kWh au 100. C'est très très bas. Là la voiture devant moi vient de se rabattre. Du coup celle-ci accélère, tente de reprendre la main pour atteindre la vitesse demandée. Et elle le fait avec beaucoup de souplesse, hein. Concernant le bruit, j'ai l'impression qu'on a un petit phénomène de résonance quand même à l'arrière, dû au fait que le coffre est très grand et vide. Et donc je pense qu'on a un petit effet de résonance. Alors rien de dramatique, hein. Ça reste une voiture silencieuse, bien sûr. Et en termes de bruit de roulement et de bruit aérodynamique d'ailleurs, je trouve qu'elle s'en sort très très bien. Au moins aussi bien que le Zeekr 7X de la semaine dernière, qui n'est pas tout à fait dans la même gamme de prix. En fait, je me dis que régulièrement, quand je fais un premier trajet, mes premières impressions, c'est souvent des montagnes russes. Il y a des choses que j'aime bien, puis des choses que j'aime pas, puis donc j'ai un a priori plutôt positif, puis plutôt négatif, puis voilà, ça s'équilibre. Et en fait, pendant la semaine d'essai, j'ai finalement la photographie de la semaine entière. Et à la fin de la semaine, je peux me dire, tiens, voilà, ça se situe plutôt là, plutôt là, plutôt là, dans le classement de ce que j'apprécie, du top au moins top. Et ici, c'est un peu encore la même chose qui se passe, c'est-à-dire que au premier abord, la voiture, voilà, je trouve pas la ligne décoiffante. La couleur, bon, évidemment, il y a d'autres couleurs qui sont disponibles, mais je l'aurais pas choisi en jaune pour cet essai. Donc voilà, je suis un petit peu mitigé. Je rentre à l'intérieur, bon, les plastiques, il y a beaucoup de plastique dur, etc. Donc moyennement satisfait également, moyennement emballé. Et puis au final, le coffre, il est gigantesque, donc là c'est un point qui est super positif. Le confort, il est bien présent. Je me dis, ah ouais, la voiture elle est quand même confortable. Ensuite on a l'ergonomie générale, les choses qui tombent sous la main, le fait de pouvoir couper facilement les bips de survitesse avec la touche LIM maintenue sur le volant, l'intégration avec Apple CarPlay. Et je me dis, tout ça finalement c'est quand même très positif. Et donc d'un a priori qui était mitigé au début, j'arrive à quelque chose là de plus positif finalement sur l'usage, sur l'utilisation de la voiture. Et qu'en sera-t-il au terme de la semaine ? Ça on verra. Dans les aspects positifs, j'ai aussi le driving feeling, la sensation de conduite, la puissance qui est largement suffisante. J'étais tout à l'heure sur l'autoroute, voilà, des petites reprises, etc. Ça fonctionne très bien. Je dirais que le système d'infodivertissement, alors à voir au terme de la semaine, mais me semble peut-être un petit peu inutilement complexe. À voir à la fin de cette semaine. L'écran instrument aussi, hein, très grand, avec beaucoup d'infos. Je crois qu'il est possible de modifier également l'affichage. Voilà, comme ça, on peut avoir un affichage qui est plus restreint ou bien quelque chose de plus déployé. Voilà, donc je dirais que le premier bilan, là, il est quand même extrêmement positif sur l'utilisation du véhicule, même si au premier abord, c'est pas le véhicule le plus sexy, je trouve. D'abord parce que la ligne commence un petit peu à dater. Mais ne vaut-il pas mieux ça que l'inverse? Un véhicule qui est super sexy et au final, à l'usage, pas terrible. C'est une bonne découverte et je trouve que ce Ford Puma il est un peu dans l'ombre alors qu'il mérite un petit peu plus de visibilité. Je disais aussi la sensation au niveau des commodos, là je viens de l'expérimenter encore avec les clignotants. On a un bon feeling de quelque chose de solide, de bien construit. Voilà.
Alors là, comme je suis dans un univers qui va devenir de plus en plus, j'ai quitté l'autoroute, qui va devenir de plus en plus urbain, je vais pouvoir passer en mode L. Je ne sais toujours pas ce que veut dire le mode L, mais j'imagine que ça va accentuer la régénération d'énergie, la récupération d'énergie. Alors, passons en L. Je lève le pied et là effectivement la voiture plonge davantage. On verra un petit peu plus loin parce que j'aurai une succession de ralentissements, de casse-vitesse, de laisser-passer, etc. Donc voilà, on verra ce que ça donne un peu plus loin. Alors ce que je voulais évoquer également encore sur ce premier trajet, cette fin de premier trajet, c'est la consommation. Tout à l'heure c'était 11, là c'est un petit peu plus parce qu'on a eu de l'autoroute à 120 km/h pendant la quasi-totalité de la suite du premier trajet. On est à 14 maintenant, 14 kWh au 100, ce qui reste plutôt raisonnable, je trouve. On verra ce qu'il en sera, non pas après 70 km, 70 km, mais bien après 500 km, qui est ce que je parcours en moyenne sur une semaine. Voilà, on arrive à la fin de ce premier trajet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, avant que je puisse tourner le grand essai, j'y répondrai du coup dans le grand essai. Donc n'hésitez pas durant les prochaines heures, les prochains jours, à poser vos questions dans les commentaires. Si vous voulez que je teste des choses en particulier, ce sera avec grand plaisir. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible, d'autant plus que la prochaine ce sera évidemment le grand essai de cette voiture. À bientôt.